Et continuer le travail que nous avons commencé concernant l'œuvre au programme Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc on sait très bien qu'il s'agit d'une œuvre de Victor Hugo, publiée en 1829. C'est une œuvre composée de 49 chapitres, 49 petits chapitres, et en plus il s'agit d'une œuvre qu'on peut faire une autre division de cette œuvre, vu qu'on peut parler des lieux de séjour. Donc, première catégorisation qu'on peut traiter concernant cette œuvre, ce sont les chapitres, comme on peut parler d'une œuvre composée de 3 parties. Les 3 parties vont en parallèle avec les lieux du séjour du condamné à mort, à savoir Bicêtre, qui est une prison, la conciergerie, l'équivalent d'un palais de justice ou bien un tribunal, et l'hôtel de ville qui est l'équivalent de la mairie. Bien sûr, on ne va pas traiter le 4e lieu, à savoir la place de grève, vu que la place de grève, c'est le lieu de l'exécution et ce n'est pas un lieu de séjour. Donc nous allons voir un petit résumé de cette œuvre-là, Le dernier jour d'un condamné. Dans la prison de Bicêtre, donc Bicêtre c'est une prison, la place accordée à Bicêtre, vu que c'est un nom propre, mais aussi un endroit qui a vraiment existé dans l'histoire de la France. Donc Bicêtre, c'est un élément qui nous permet ce qu'on appelle la crédibilité de l'histoire. Mistaqiya de la qissa. Parce que Bicêtre existait pour de vrai. Dans la prison de Bicêtre, un condamné à mort. C'est le narrateur. Donc quand on nous pose la question, le narrateur de cette œuvre, c'est un condamné à mort qui est le narrateur. Comment il s'appelle? On n'en sait rien. Est-ce que c'est Victor Hugo? Non, c'est faux, parce que ce n'est pas une autobiographie. Donc le narrateur égale un condamné à mort. Attend le jour de son exécution. C'est-à-dire l'exécution, c'est-à-dire qu'on lui coupe la tête. Jour après jour, il note ses angoisses. Donc il est en train d'écrire, vu que l'acte d'écriture est très important ici, il est doublement décrit, parce que c'est Victor Hugo qui écrit un roman à thèse, et c'est le narrateur qui écrit un journal intime. L'usage du journal intime, c'est comme un usage qui renvoie à la crédibilité de l'histoire aussi. Donc il note ses angoisses, ses espoirs fous et ses pensées, parce qu'il ne pense qu'à la mort. Les espoirs fous, il y a 2 types d'espoirs concernant cette œuvre-là, soit la grâce royale qu'il va recevoir, ou la fuite, parce qu'après, il va penser à l'évasion. Donc pour sauver sa tête, le condamné à mort va espérer la grâce royale, ou bien l'évasion. Le narrateur nous rappelle les circonstances de son procès, c'est-à-dire de son jugement. Et c'était presque du chapitre 1 jusqu'au chapitre 9. Donc nous avons ce qu'on appelle l'analepse, une analepse, c'est-à-dire le retour dans le passé, parce que le premier contact avec le narrateur, ce sera dans une cellule ou un cachot, exactement, un cachot à Bicêtre. Or, il va effectuer une analepse afin de nous raconter les circonstances de sa condamnation à mort. Quand on parle de l'analepse, c'est le contraire d'une prolepse, et c'est ce qu'on appelle, pour vulgariser le concept, ce qu'on appelle un flashback. Or, l'expression flashback est une expression du champ lexical du cinéma. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser cette expression dans la littérature. Dans la littérature, on parle d'une analepse. Donc, du chapitre 1 à 9, sous forme d'un souvenir pour nous raconter les circonstances de son jugement. Puis, il nous décrit sa cellule, chapitre 10-12. Il évoque ensuite le départ des forçats. Le départ des forçats, c'était du chapitre 13 au chapitre 15. Les forçats sont les gens qui sont condamnés en prison à perpétuité avec les travaux forcés. Donc c'est pourquoi on les appelait les forçats. Ces forçats vont quitter Bicêtre pour rejoindre une autre prison qui s'appelait Toulon. Le condamné à mort va assister à cette scène à partir d'une autre cellule où il y avait une fenêtre. Donc il n'a pas supporté la situation atroce et le comportement horrible des gardes envers les prisonniers. Il va s'évanouir. Il nous rapporte la complainte en argot d'une jeune femme à l'infirmerie, parce qu'après l'évanouissement du condamné à mort, il va être
ramené dans une infirmerie qui existe aussi à Bicêtre. Il ne va pas encore sortir de Bicêtre. À l'infirmerie, il va se sentir mieux et il va sentir plus de liberté. C'est pourquoi il va penser à l'évasion. Et à l'infirmerie, nous aurons la chanson en argot, une chanson d'une jeune fille à côté de la fenêtre de l'infirmerie. Cette chanson qui était écrite dans le chapitre 16, elle était écrite en argot. En argot, c'est-à-dire le jargon, la langue familière de cette époque. Il va transcrire cette chanson, ce qu'on appelle un manuscrit. Ce manuscrit travaille encore la crédibilité de l'histoire. Parce que n'oubliez pas que le point faible de tout roman, c'est le manque de crédibilité. Victor Hugo était assez intelligent, à chaque fois il utilise une technique pour nous faire croire qu'il s'agit d'une histoire vraie. Parmi ces techniques-là, c'est le manuscrit d'une jeune, c'est le manuscrit de cette jeune fille, la chanson de cette jeune fille qui est écrite au chapitre 16. Et d'ailleurs, on va le trouver écrit à la main. C'est le chapitre 16. Désespéré, il décide alors de s'évader. Donc il va penser à l'évasion. Dans le chapitre 17, on vient lui apprendre que son exécution aura lieu le jour même. C'est les chapitres 18-19. C'est pourquoi on dit que le dernier jour du condamné va commencer à partir du chapitre 18. Donc du 18 jusqu'à 49, on est en train de décrire le dernier jour. Donc là, ça explicite le titre. Pourquoi le titre s'appelle le dernier jour d'un condamné? Parce que vraiment, on va passer avec lui son dernier jour, heure par heure. Le narrateur sera transféré ensuite à la conciergerie et on aura la description de ce transfert. C'est le chapitre 22. Il y rencontre un autre condamné à mort. C'est la rencontre avec le Frioche dans le chapitre 23-24. Le Frioche, c'est aussi un ex-bagnard, c'est aussi un condamné à mort. Et en racontant l'histoire de sa vie au condamné à mort, le condamné, notre personnage, va penser à sa fille. Parce que le Frioche, c'était, comme on dit, un criminel au niveau génétique. Vu que son père, c'était un condamné à mort, lui est aussi un condamné à mort. Donc, le personnage principal de l'œuvre va dire que ce sera aussi le destin de sa petite fille. Et c'est là on va trouver la complainte célèbre « Oh, je laisse une fille, je laisse une mère, je laisse une femme ». Parce que le condamné à mort a dit qu'il va laisser 3 orphelines derrière lui, sa mère, sa femme et sa petite fille. Son séjour en prison devient de plus en plus suffocant. Donc il n'arrive plus à vivre en prison, car il était, comme on a vu au début de l'œuvre, il était doublement emprisonné, psychiquement, c'est-à-dire dans une seule idée, et physiquement dans un cachot. Il sombre dans des hallucinations. Les hallucinations, c'est-à-dire le hadayan, le halwasa, et les cauchemars, il n'arrive plus à dormir. Même il a fait un cauchemar dans lequel il a essayé de s'évader. Or, il va être attrapé par les gendarmes. Donc, il a dit qu'il ne pouvait même pas s'évader, même dans un rêve. Il se demande comment on meurt sous la guillotine. Et dans le chapitre 27, il va nous décrire les paroles de quelques personnes qui disent que ça ne fait pas mal, la guillotine. Donc, il était en train de les critiquer en disant comment ils ont su, est-ce qu'ils l'ont déjà testé, comment ils ont su que ça ne faisait pas mal. N'oubliez pas que la guillotine est inventée par Guillotin. Guillotin, c'était le maire de Paris, Ignace Guillotin. Et l'avantage de Guillotin, c'est qu'il a uniformisé l'acte de la mort. N'oubliez pas qu'avant, au XVIIe et au XVIIIe siècle, la guillotine, c'était uniquement pour les riches. Pour les pauvres, c'était la corde. Donc la corde pour les riches et les pauvres, la corde pour les pauvres, la guillotine pour les riches et les balles pour les soldats. C'était les 3 manières de mourir. Il reçoit après la visite d'un prêtre, le prêtre qui est le symbole de la religion, qu'il trouve placide, c'est-à-dire qu'il parle d'une manière mécanique, et sans compassion, car il était indifférent. Donc le prêtre faisait un travail administratif, le fait de venir chez les gens condamnés à mort et de leur rappeler la divinité, de leur rappeler la religion, ainsi de suite. Mais lui, il a trouvé que c'était un fonctionnaire qui répétait machinalement ces phrases qui n'avaient rien à voir avec la religion. Donc c'était une critique implicite envers la religion qui va sauver personne. La visite de sa petite fille Marie sera évoquée au chapitre 43.
Donc vous retenez que par le chapitre 43, le condamné à mort était à la conciergerie. Et il ne le reconnaîtra pas, ce qui l'attriste profondément, c'est-à-dire ce qui augmente sa tristesse, vu que l'espoir durant toute l'œuvre, c'était le fait de rencontrer sa fille. Or, sa fille ne va pas le reconnaître, il va lui dire que son papa est mort. Puis vient l'ultime ligne droite avant la mort, c'est-à-dire on se rapproche là de la guillotine. Son dernier jour de condamné, sur son passage de la conciergerie à la place de grève, donc là, il va partir de la conciergerie vers l'hôtel de ville, mais en passant par la place de grève. C'est là où il va voir l'échafaud et la foule qui rit et qui applaudit. N'oubliez pas qu'au 19e siècle, la mort ou la guillotine, c'était un spectacle. Ça s'appelait le spectacle de la mort. Le condamné était donné en spectacle à cette foule qui n'a jamais aimé d'ailleurs. Donc il voyait que les gens se battaient pour avoir des places. Il a commencé à crier à partir de sa voiture en leur disant « Qui veut ma place? Prenez ma place. Pourquoi se battre ?» Devant le spectre de la mort, le narrateur tremble et implore la pitié, mais il sait déjà que son sort est scellé. Le bourreau accomplit alors sa tâche pour décapiter le condamné. Donc là, quand on parle du bourreau, c'est-à-dire celui qui coupe les têtes, mais pour une vocation légale, là, notre œuvre va s'arrêter au chapitre 49 avec sa dernière réplique, 4 heures. Et on s'est posé la question, pourquoi 4 heures? On a dit que 4 heures, ça renvoie à 4 vies que la loi va mettre fin, à savoir sa vie, la vie de sa femme, la vie de sa mère et la vie de sa fille. Donc l'idée de Victor Hugo, c'était comme quoi, en tuant le père, on tue toute sa famille. Ainsi va s'achever le roman. Donc cette fin, on l'appelle une fin ouverte. On ne sait pas est-ce que le condamné à mort est mort, et d'ailleurs ça, ce n'était pas l'objectif de Victor Hugo. Vous voyez que ce roman-là ne respecte pas une chronologie narrative, ce qu'on appelle le schéma narratif, parce que dans ce roman, il n'y a pas de situation initiale ni de situation finale. Victor Hugo a commencé par les péripéties et il a fini par les péripéties. Et c'est ce qu'on appelle une fin ouverte, dans laquelle l'intérêt, ce n'est pas de raconter une intrigue, ne pas de dresser une histoire fictive, mais c'était l'intérêt principal de Victor Hugo. Son intérêt principal était le fait de susciter la pitié des gens, la compassion des lecteurs. Donc si les gens vont sentir de la pitié et de la compassion envers le condamné à mort, donc ils vont être contre la peine capitale et ainsi on va rejoindre l'objectif de Victor Hugo, c'est mettre fin à la peine capitale. Donc l'objectif principal, c'était susciter la compassion et la pitié du lecteur. Ainsi, le lecteur va adhérer à l'idée que la peine capitale n'est pas la bonne solution et il faut penser à d'autres moyens parce que soit le criminel, soit la société, les deux ont cet acte commun, à savoir tuer pour une certaine raison. Le criminel peut tuer pour une raison, voler ou agresser ou par accident, mais aussi la société commet le même acte, à savoir tuer, mais au nom de la loi. Ainsi, Victor Hugo nous dit que le criminel, c'est la production de la société et c'est à la société de le prendre en charge. Pas de le tuer pour effacer ses erreurs. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à les poser.